Je m'appelle Madison, j'ai 29 ans. Les mots du médecin m'ont frappé comme un coup de poing. Votre condition utérine rend toute grossesse impossible. J'étais assise là, dans ce bureau blanc et stérile, à fixer les images d'échographie qui auraient tout aussi bien pu être les certificats de décès de tous mes rêves de maternité. Mon mari, Jack, m'a serré la main, mais son contact me semblait distant. La pièce s'est mise à tourner légèrement tandis que le docteur Patterson continuait d'expliquer des termes médicaux que je ne pouvais pas assimiler, cicatrices, complications, irréversibles. Des mots qui ont découpé des morceaux de mon âme avec une précision chirurgicale. Il y a des options, disait-elle, mais sa voix semblait provenir de sous l'eau. La gestation pour autrui, l'adoption. J'ai hoché la tête machinalement, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Depuis l'âge de 12 ans, je planifiais mon avenir autour de la maternité, des prénoms de bébés écrits dans les marges de mes journaux intimes, des choix de carrière faits spécifiquement pour accommoder de futures grossesses. Toute mon identité était construite autour d'une fonction biologique qui n'aurait jamais lieu. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Dites-moi votre ville dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aussi, vous avez déjà eu l'impression que vos rêves vous étaient arrachés en un instant. Vous voudrez absolument rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Le trajet du retour s'est fait en silence, à l'exception du vrombissement des pneus sur l'asphalte. Jack n'arrêtait pas de me jeter des regards, comme si j'allais me briser en 1000 morceaux s'il parlait trop fort. Peut-être avait-il raison. Je me sentais assez fragile pour me dissoudre complètement. À la maison, je me suis enfermée dans notre chambre et j'ai contemplé le coffre que je remplissais depuis l'université. De minuscules grenouillères, une couverture tricotée à la main par ma grand-mère, un hochet en argent qui avait été le mien quand j'étais bébé. Tout cela était soudainement inutile, me narguant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai épluché toutes les revues médicales, toutes les options de traitement, toutes les histoires de miracles que j'ai pu trouver en ligne. Mais le verdict était unanime. Mon corps m'avait trahi de la manière la plus fondamentale qui soit. La dépression s'est abattue sur moi comme une lourde couverture. Les jours se sont fondus les uns dans les autres. Je me déclarais malade au travail plus souvent que je ne m'y présentais. Jack essayait de me soutenir, mais je pouvais voir l'impuissance dans ses yeux. Comment réconforter quelqu'un dont le vœu le plus cher ne se réalisera jamais? Ma sœur jumelle, Emma, est devenue ma bouée de sauvetage. Elle m'apportait des courses, s'asseyait avec moi pendant mes pires crises de larmes et me serrait dans ses bras quand je ne trouvais pas les mots pour décrire le vide en moi. Ce n'est pas la fin, répétait-elle sans cesse. Il y a d'autres moyens. Mais je n'étais pas prête à entendre parler d'autres moyens. J'étais trop occupée à faire le deuil de la manière dont j'avais toujours imaginé que cela se passerait. 3 mois de thérapie plus tard, le docteur Roberts a finalement percé ma muraille d'apitoiement sur moi-même. Madison, refuser d'explorer les options ne vous protège pas d'un nouveau chagrin. Cela garantit que votre douleur actuelle sera permanente. Ces mots m'ont piqué au vif parce qu'ils étaient vrais. Je m'étais complu dans ma peine, considérant ce diagnostic comme une condamnation à mort plutôt qu'un détour. Lentement, à contre-cœur, j'ai commencé à faire des recherches sur la gestation pour autrui. Le processus semblait écrasant. Vérification des antécédents, évaluation psychologique, des contrats juridiques assez épais pour s'étouffer avec. C'est beaucoup, a admis Jack lorsque nous en avons discuté ce soir-là. Mais si cela signifie que nous pouvons avoir notre enfant biologique, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer? Son enthousiasme m'a surprise. Pendant des mois, il avait marché sur des œufs, craignant de trop insister dans une direction ou une autre. Mais la possibilité d'une parentalité biologique avait ravivé quelque chose en lui. Peut-être que cela ravivait aussi quelque chose en moi. Nous avons commencé à rencontrer des mères porteuses potentielles. L'agence nous a envoyé des profils comme si nous faisions des rencontres en ligne, mais pour des utérus au lieu de cœur. Sarah de Portland, professeure de yoga, une grossesse réussie, des références élogieuses. Jennifer de Seattle, enseignante, mariée avec 2 enfants, motivée par le désir d'aider les autres. Aucune d'elles ne semblait être la bonne. C'étaient des étrangères qui porteraient notre espoir le plus précieux. Comment pouvions-nous confier tout ce qui comptait à quelqu'un que nous connaissions à peine?
J'ai réfléchi, a dit Emma lors d'un de nos cafés. Nous étions assises dans le même café où je lui avais parlé pour la première fois du diagnostic, où j'avais sangloté dans mon latte en lui disant que je me sentais brisée et inutile. Et si tu n'avais pas à faire confiance à une étrangère? J'ai levé les yeux de ma tasse, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a pris une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les miens avec cette intensité qu'elle avait depuis l'enfance, chaque fois qu'elle était sur le point d'annoncer un grand projet. Et si c'était moi qui portais ton bébé? Les mots flottaient entre nous, tel un pont que j'avais peur de traverser. Emma, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Elle s'est penchée en avant, sa voix gagnant en force. Madison, personne ne pourrait aimer ce bébé plus que moi avant même qu'il ne soit conçu. Personne n'en prendrait mieux soin. Et personne ne comprend mieux que moi ce que cela signifie pour toi. Ma gorge s'est nouée. La générosité de son offre était bouleversante. C'est trop te demander. Tu ne demandes pas. C'est moi qui te l'offre. Elle a tendu la main sur la table et a couvert les miennes des siennes. Nous sommes de vraies jumelles. Génétiquement, nous sommes presque la même personne. Qui de mieux pour porter ton enfant que quelqu'un qui partage ton ADN? Cette nuit-là, Jake et moi avons parlé jusqu'au lever du soleil de l'offre d'Emma, des implications légales, des complications émotionnelles, de l'ampleur pure et simple de ce qu'elle proposait de faire pour nous. C'est ta sœur, a finalement dit Jake. Si nous ne pouvons pas lui faire confiance, à qui pouvons-nous faire confiance? Le rendez-vous à la clinique de fertilité ressemblait à un entretien d'embauche pour le poste le plus important au monde. Emma était assise à côté de moi, me tenant la main pendant que le docteur Patterson expliquait le processus. Traitements hormonaux pour Emma, prélèvement d'ovocytes pour moi, un timing précis, des documents légaux. Les taux de réussite sont encourageants, a déclaré le docteur Patterson en examinant le dossier médical d'Emma. Elle est jeune, en bonne santé, sans complications antérieures. D'un point de vue médical, cet arrangement a un excellent potentiel. La documentation légale s'est avérée plus complexe que prévu. Les contrats étaient denses, remplis d'une terminologie sur les droits parentaux, les responsabilités financières, l'autorité en matière de décision médicale, page après page de scénarios que personne ne voulait imaginer mais que nous devions aborder. C'est crucial, a souligné notre avocat en faisant glisser les documents finaux sur son bureau en acajou. Ces contrats établissent sans le moindre doute que Madison et Jake sont les parents légaux. Emma agit uniquement en tant que porteuse gestationnelle. Elle n'a aucun droit ni aucune responsabilité parentale une fois l'enfant né. Emma a signé sans hésiter, sa signature audacieuse et confiante. Je veux que ce soit parfaitement clair. C'est le bébé de Madison. Je ne fais que lui fournir un endroit sûr pour grandir. La préparation hormonale a duré 2 mois. Emma a enduré les injections quotidiennes avec une détermination stoïque, me tenant au courant de chaque effet secondaire, de chaque visite chez le médecin, de chaque étape du processus. Son dévouement était une leçon d'humilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué au bonheur d'autrui, a observé Jake un soir alors que nous examinions les derniers rapports médicaux d'Emma. Ta sœur est incroyable. J'étais entièrement d'accord. Emma sacrifiait son corps, son temps, son confort pour notre rêve. Comment pourrais-je jamais la remercier pour un tel altruisme? Le jour du transfert, nous nous tenions tous la main dans la salle d'attente de l'établissement médical. Emma m'a serré les doigts quand on a appelé son nom. C'est parti, a-t-elle murmuré. D'ici cet après-midi, je pourrai porter ton bébé. 2 semaines plus tard, le test de grossesse s'est révélé positif. Emma m'a appelé depuis sa salle de bain, pleurant des larmes de joie au téléphone. Madison, ça a marché. Je suis enceinte de ton bébé. Je me suis laissée tomber sur le sol de ma cuisine, submergée par la gratitude et l'incrédulité. Après des mois de dévastation, l'espoir grandissait dans le corps de ma sœur. Notre matériel génétique, celui de Jake et le mien, devenait enfin l'enfant dont nous rêvions. Je vais prendre tellement bien soin de ce bébé, a promis Emma. Je vais manger parfaitement, faire de l'exercice en douceur, éviter tout ce qui est dangereux. Ce petit aura le meilleur départ possible. Pour la première fois depuis mon diagnostic, je me sentais véritablement heureuse.
Pas seulement pleine d'espoir, mais vraiment et profondément heureuse. Emma a emménagé dans notre chambre d'amis au cours de son 2e mois de grossesse. Je veux que tu participes à tout, a-t-elle insisté en montant sa valise dans nos escaliers. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque échographie, chaque envie bizarre. C'est ton expérience de la grossesse, Madison. Je ne suis que le réceptacle. L'avoir à la maison était comme un miracle. Je pouvais surveiller son alimentation, m'assurer qu'elle se reposait suffisamment, l'accompagner à chaque contrôle médical. Le bébé se développait parfaitement, avec des mensurations correspondant exactement au calendrier et un rythme cardiaque fort et régulier qui me mettait les larmes aux yeux chaque fois que je l'entendais. Regarde ses petits doigts, s'est émerveillé Jake lors de l'échographie des 12 semaines, en montrant l'image granuleuse sur le moniteur. C'est notre bébé là-dedans. Notre bébé. Les mots semblaient encore surréalistes, mais de plus en plus réels. Le corps d'Emma changeait, s'élargissant pour accueillir notre enfant en pleine croissance. Son sacrifice devenait plus visible chaque jour, et ma gratitude s'approfondissait proportionnellement. Je me suis jetée à corps perdu dans la préparation financière de l'arrivée de notre bébé. Avec les frais médicaux d'Emma en plus des factures habituelles, notre budget était plus serré que d'habitude. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires, à accepter des projets supplémentaires, à dire oui à toutes les opportunités qui pouvaient augmenter nos économies. Tu travailles trop, s'est inquiété Jake alors que je partais pour le bureau à 7h30 un samedi matin. Le bébé n'est pas attendu avant 6 mois. C'est exactement pour ça que je dois travailler maintenant, ai-je répondu en l'embrassant pour lui dire au revoir. Une fois que le bébé sera là, je veux prendre un congé de maternité prolongé. Ces heures supplémentaires maintenant signifient plus de temps avec notre enfant plus tard. Emma soutenait entièrement ma stratégie. Travaille autant que tu peux, m'encourageait-elle. Je m'occupe de tout ici. Le bébé et moi allons très bien. Et c'était le cas. Emma suivait toutes les directives à la lettre. Vitamines prénatales, exercices réguliers, alimentation équilibrée, sommeil adéquat. Elle documentait tout dans un journal de grossesse qu'elle prévoyait de me donner en souvenir. La première maison de ton bébé a été bien entretenue, a-t-elle écrit dans une entrée que j'ai accidentellement aperçue. La délicatesse de ce geste m'a mis les larmes aux yeux. Au 5e mois, nous nous étions installés dans une routine confortable. Je travaillais de longues heures pendant qu'Emma gérait sa grossesse avec un soin méticuleux. Jake partageait son temps entre nous soutenir toutes les deux. Excité de devenir père, mais aussi reconnaissant pour le sacrifice d'Emma. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais assez remercier ta sœur, a-t-il dit un soir alors que nous regardions Emma lire des livres sur la grossesse sur notre canapé. Elle nous donne tout. J'étais tout à fait d'accord. Emma nous offrait le cadeau le plus précieux imaginable, notre enfant biologique. Rien ne pourrait jamais diminuer mon appréciation pour cette générosité. Tout semblait parfait. Trop parfait, en fin de compte. Je suis rentrée tôt du travail ce mardi-là, excitée à l'idée de surprendre Emma avec le supplément prénatal bio que son médecin lui avait recommandé. La maison semblait différente dès l'instant où j'y suis entrée. Trop calme, mais pas vide. Des voix provenaient du salon, basses et sérieuses. J'aurais dû m'annoncer, j'aurais dû crier « bonjour » et leur laisser le temps de changer de conversation. Au lieu de ça, j'ai posé mon sac en silence et je me suis dirigée vers les voix, curieuse de savoir qui était en visite en plein milieu d'un après-midi de semaine. L'embrasure de la porte du salon a révélé une scène qui a réécrit ma compréhension de la réalité en un seul instant. Jake était assis sur notre canapé, tenant la main d'Emma. Mes 2 parents les encadraient, leurs expressions graves mais pleines de soutien. L'autre main d'Emma reposait protectriquement sur son ventre arrondi, sur mon bébé. L'enfant doit être avec ses vrais parents, disait Jake, sa voix calme et assurée. Cet arrangement a toujours été compliqué, mais maintenant, il serra les doigts d'Emma, maintenant, il est clair ce qui est le mieux pour tout le monde. Je me suis agrippée au cadre de la porte, mes genoux menaçant de céder. Ils ne m'avaient pas encore remarqué, trop absorbés par leur conversation pour enregistrer ma présence dans ma propre maison. Madison finira par comprendre, a dit ma mère, son ton doux mais ferme. Elle a toujours été raisonnable.
Une fois qu'elle verra à quel point Emma et Jake sont heureux ensemble, elle réalisera que c'est la bonne décision. Le bébé mérite un foyer stable avec des parents qui sont engagés l'un envers l'autre, a ajouté mon père. Il ne s'agit pas de blesser Madison. Il s'agit de faire ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Emma a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais prévu que cela arrive, mais je ne peux plus nier mes sentiments. Et le bébé? Elle a baissé les yeux vers son ventre, sa voix s'adoucissant d'une tendresse maternelle. Le bébé devrait rester avec moi. Je le porte. Je me sens connectée à lui d'une manière que Madison ne pourra jamais comprendre. Le lien entre une mère et son enfant est sacré. La grossesse crée des liens qu'aucun contrat ne peut annuler, a acquiescé Jake. C'est la sélection naturelle, a observé mon père avec le détachement clinique qu'il avait toujours appliqué aux situations inconfortables. Les bons parents élèveront cet enfant. La biologie a une façon de corriger les arrangements artificiels. Je suis restée figée, regardant ma famille discuter de mon remplacement comme si j'étais déjà morte. Ils y avaient réfléchi, l'avaient planifié, avaient fait la paix avec leur décision de me trahir complètement. La conversation a continué, mais j'avais cessé de traiter les mots. Ma sœur jumelle, mon amie la plus proche, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, était en train de me voler mon mari et mon bébé, et mes parents l'aidaient à le faire. J'ai reculé lentement, attrapé mes clés sur le comptoir de la cuisine et je suis sortie par la porte de derrière. Aucun d'entre eux n'a remarqué mon absence avant bien plus tard. Les papiers étaient prêts 3 jours plus tard, les documents de divorce que Jake m'a présentés avec des yeux pleins d'excuses et des explications soigneusement répétées sur le fait de suivre son cœur et de faire ce qui était juste pour l'enfant. Je les ai signés sans discuter, ma main stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Madison, j'espère que tu comprends que ce n'est pas que je ne tiens pas à toi, a-t-il dit en me regardant paraffer page après page. Tu es une femme merveilleuse, mais Emma et moi, ce que nous avons, c'est ce qui doit être. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je n'ai pas exigé d'explications sur la façon dont mon mariage s'était dissous pendant que je faisais des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de notre famille grandissante. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête et j'ai continué à signer. Chaque signature était comme fermer une porte sur la vie que je croyais être la mienne. Où iras-tu? A demandé Emma, sa voix faible de culpabilité, mais ferme de résolution. Elle se tenait à l'embrasure de notre chambre, me regardant ranger mes affaires dans les mêmes valises que j'avais utilisées pour notre lune de miel 2 ans plus tôt. Je me débrouillerai, ai-je répondu, pliant mes vêtements avec une précision mécanique. C'est incroyable comme une vie peut tenir dans si peu d'espace quand on se débarrasse de tout ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu. Mes parents ont appelé ce soir-là, leur voix lourde d'une fausse inquiétude. Nous savons que c'est difficile, a dit ma mère. Mais avec le temps, tu verras que c'était la bonne décision. Le bébé aura un foyer aimant avec 2 parents engagés l'un envers l'autre. Emma n'a jamais prévu que cela arrive, a ajouté mon père. L'amour est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Jake a réalisé où se trouvait vraiment son cœur. J'ai écouté poliment, émis des sons de compréhension appropriés, je les ai assurés que je n'éprouvais aucun ressentiment. Il semblait soulagé par mon sang-froid, interprétant mon calme comme une acceptation plutôt que le contrôle stratégique que c'était en réalité. Car je n'étais plus anéanti. J'étais concentré. Le choc initial s'était cristallisé en quelque chose de plus dur et d'infiniment plus dangereux. La clarté. Une compréhension limpide de ce qui m'avait été enlevé et de ce que je pouvais faire à ce sujet. Cette nuit-là, seule dans une chambre de motel bon marché, j'ai étalé les contrats de gestation pour autrui originaux sur le couvre-lit rêche. Chaque page, chaque clause, chaque garantie légale sur laquelle notre avocat avait insisté. La signature d'Emma, audacieuse et confiante, sur des documents établissant qu'elle n'avait aucun droit parental sur l'enfant qu'elle portait, mon enfant, créé à partir de mon matériel génétique, porté par quelqu'un qui avait explicitement renoncé à toute revendication maternelle. La loi était remarquablement claire sur ce point, comme je l'ai découvert lors de sessions de recherche nocturnes sur Internet qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir volé ma vie et mon enfant alors que j'étais trop faible pour me battre. Ils avaient sous-estimé la femme qu'ils avaient créée par leur trahison.
Je n'étais plus la même Madison qui avait signé ses papiers de divorce avec une dignité silencieuse. J'étais quelqu'un de plus dur, de plus intelligent, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à reconquérir. Quelqu'un qui comprenait que la vengeance est un plat qui se mange froid, et qu'elle est infiniment plus satisfaisante. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Emma. Rendez-vous chez le médecin demain à 14 heures. Écho des 20 semaines. On devrait connaître le sexe. J'ai supprimé le message sans répondre, puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur pour rechercher les meilleurs avocats en droit de la famille de l'État. Le bébé n'était pas attendu avant 4 mois. Largement le temps de préparer la surprise qu'il ne verrait jamais venir. Il voulait jouer à la famille avec mon enfant. Très bien. Laissez-les s'installer confortablement. Laissez-les faire des plans. Choisir des prénoms, décorer une chambre d'enfant, laissez-les croire qu'ils avaient gagné complètement et définitivement. Dans 4 mois, ils apprendraient que certaines batailles ne sont pas terminées quand on pense les avoir gagnées. Ils apprendraient que les documents légaux comptent plus que les sentiments. Et ils apprendraient exactement ce qui se passe quand on trahit quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Vous savez ce qu'on dit sur le fait de toucher le fond. Ça vous donne une base solide sur laquelle construire. Et laissez-moi vous dire que j'étais en plein travaux de construction de ma nouvelle vie, pendant que ma chère sœur s'amusait à jouer à la petite famille avec mon mari et mon matériel génétique. C'est drôle comme les choses se passent. Le petit studio que j'ai loué faisait à peu près la taille de leur dressing, mais il était à moi. Pas de décision partagée sur la disposition des meubles. Pas de compromis sur les couleurs des murs. Pas besoin de faire semblant d'aimer les souvenirs sportifs de Jack qui encombraient toutes les surfaces. Juste moi, un canapé lit et une table de cuisine qui me servaient de quartier général de recherche juridique. Car c'est ce que je faisais de mon temps libre nouvellement acquis, devenir une experte en droit de la procréation. Pendant qu'Emma choisissait probablement des thèmes pour la chambre de bébé et que Jack s'entraînait à son rôle de père dévoué, je mémorisais des lois, des précédents judiciaires et les petits caractères qui détermineraient qui, exactement, allait avoir un bébé dans 4 mois. Le contrat original était étalé sur ma petite table comme des cartes de tarot prédisant l'avenir. Notre avocat avait été minutieux, presque obsessionnellement. Chaque scénario possible avait été abordé, chaque faille comblée, chaque éventualité prévue. Enfin, chaque éventualité sauf celle où mon mari tomberait amoureux de ma sœur pendant qu'elle portait notre enfant. Même les meilleurs avocats ont une imagination limitée, je suppose. La porteuse gestationnelle consent à n'avoir aucun droit parental, ai-je lu à voix haute dans mon appartement vide, ma voix dégoulinant de satisfaction. Les parents génétiques conservent la pleine garde légale, quelles que soient les circonstances. Les mots étaient magnifiques dans leur simplicité, noir sur blanc, sans ambiguïté, exécutoire. La signature d'Emma me fixait depuis le bas de la page 12, audacieuse, confiante, et complètement contraignante sur le plan légal. Elle avait renoncé à tout droit sur mon bébé avec panache, se sentant probablement si généreuse et altruiste. L'ironie était délicieuse. J'ai passé 3 semaines à chercher des avocats en droit de la famille, à lire des avis, à vérifier les taux de réussite, à analyser leur approche des cas complexes. Ce n'était pas une situation pour le cousin de quelqu'un qui s'occupait de divorce et de conduite en état d'ivresse. J'avais besoin d'un spécialiste, quelqu'un qui comprenait que les relations biologiques et les relations juridiques n'étaient pas toujours la même chose. Margaret Chen était fortement recommandée sur les forums juridiques en ligne. 30 ans d'expérience en droit de la procréation, un palmarès de victoires dans des cas complexes de gestation pour autrui, et une réputation d'être absolument impitoyable lorsque les droits de ses clients étaient violés. Ses honoraires de consultation étaient élevés, mais valaient chaque centime pour ce que je prévoyais. Ces contrats sont en béton armé, a-t-elle confirmé lors de notre première rencontre, examinant les documents avec une appréciation professionnelle. Quiconque a rédigé cela a anticipé toutes les complications possibles. Votre sœur n'a aucun fondement juridique pour revendiquer cet enfant. Même si c'est elle qui le porte, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Margaret a souri, le genre de sourire qui devait terrifier les avocats de la partie adverse. Surtout parce qu'elle le porte. Le droit de la gestation pour autrui est très clair. Les parents génétiques sont les parents légaux.
Votre sœur fournit un service, rien de plus. Un service. J'aimais cette terminologie. Clinique, précise, et suffisamment froide pour quelqu'un qui m'avait volé mon mari alors qu'elle était enceinte de mon bébé. Cependant, a poursuivi Margaret, nous devons être stratégiques quant au timing. Si nous agissons trop tôt, il pourrait potentiellement invoquer la contrainte ou la coercition. Si nous attendons trop longtemps, il pourrait essayer d'établir une sorte de revendication de possession émotionnelle, bien que cela ne tiendrait pas légalement. Que recommandez-vous, ai-je demandé, bien que je soupçonne que je le savais déjà. Nous attendons la naissance. Puis nous agissons immédiatement, avant qu'il ne puisse établir un quelconque arrangement de garde physique. L'hôpital sera tenu de remettre le nourrisson aux tuteurs légaux documentés. Vous et votre ex-mari. Ex-mari. Le terme me faisait encore mal, mais il était exact. Jake avait fait son choix. Bientôt, il apprendrait que les choix ont des conséquences, et que certaines conséquences durent 18 ans avec des rappels de paiement mensuels. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que d'être un fantôme dans sa propre vie? C'est exactement ce que j'ai ressenti pendant les mois suivants. Observer depuis l'ombre pendant que d'autres personnes vivaient l'histoire que j'avais écrite pour moi-même. Mais voilà le truc, quand on est invisible, on voit tout, et les gens oublient de garder leurs secrets auprès de quelqu'un qu'ils pensent ne plus compter. Heureusement, mon assurance maladie n'avait pas encore rattrapé mon changement de statut matrimonial. Le régime de l'entreprise de Jake me listait toujours comme bénéficiaire, ce qui signifiait que j'avais accès à chaque dossier médical, chaque rendez-vous, chaque détail du développement de mon bébé. L'ironie était parfaite. Il payait pour que je surveille la grossesse qu'il m'avait volée. 24 semaines, mensuration parfaite, ai-je lu sur le dernier rapport d'échographie, téléchargé directement depuis le portail patient. Date d'accouchement prévue, 15 mars. J'ai marqué la date dans mon calendrier avec un stylo rouge. Le 15 mars serait le jour où ma nouvelle vie commencerait officiellement. Margaret avait été occupée à établir nos bases juridiques. Des ordonnances de garde d'urgence préparées à l'avance. Des notifications hospitalières déposées auprès du service juridique. Des documents prouvant ma responsabilité financière continue pour toutes les dépenses médicales. Tout était prêt à être exécuté à tout moment. Votre sœur et votre ex-mari n'ont aucune idée de ce qui les attend, a observé Margaret lors d'une de nos sessions de stratégie hebdomadaire. Grâce à des amis communs et à l'espionnage des réseaux sociaux, ne me jugez pas, les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Je gardais un œil sur leur petite scène domestique heureuse. Emma postait des photos de grossesse avec des légendes sur des bénédictions inattendues et l'amour qui trouve un chemin. Jake commentait avec des émojis cœur et des promesses d'être le meilleur père possible. Mes parents partageaient tout avec l'enthousiasme de grands-parents fiers. Toute cette mise en scène était nauséabonde, mais aussi incroyablement utile. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque déclaration publique de leurs intentions, chaque affirmation documentée sur leur avenir en tant que famille, tout cela deviendrait la preuve de leur tentative délibérée de me voler mon enfant. Gardez des captures d'écran de tout, m'a conseillé Margaret. Publication sur les réseaux sociaux, SMS, toute communication qui montre leur intention de vous séparer de manière permanente de votre enfant biologique. Cela renforce notre dossier pour les dommages et intérêts pour préjudice moral. Dommages et intérêts pour préjudice moral. J'aimais le son de cette phrase presque autant que celui des paiements mensuels de pension alimentaire. Pendant ce temps, je me reconstruisais d'une manière qui n'avait rien à voir avec la stratégie juridique. Le travail que j'avais négligé pendant mon mariage exigeait à nouveau mon attention, et je me suis jetée dans le travail avec une concentration renouvelée. Il s'avère que lorsqu'on ne dépense pas son énergie émotionnelle pour un mari infidèle et une sœur manipulatrice, on a une clarté professionnelle remarquable. Mon patron a immédiatement remarqué le changement. Madison, votre gestion de projet a été exceptionnelle ces derniers temps. Quoi que vous fassiez de différent, continuez. Ce que je faisais de différent, c'était de canaliser ma rage en productivité. Chaque feuille de calcul était parfaite. Chaque échéance respectée en avance, chaque interaction avec les clients impeccable. La colère, bien dirigée, était incroyablement motivante. 30 semaines, ai-je noté en vérifiant la dernière mise à jour médicale.
Emma souffrait de douleurs au dos et de gonflements, des inconforts typiques du 3e trimestre que j'aurais dû l'aider à surmonter. Au lieu de ça, j'analysais ses symptômes pour toute complication qui pourrait affecter le moment de l'accouchement. Mars approchait plus vite qu'il ne le réalisait, et contrairement à ma chère sœur et à mon ex-mari, j'étais prête. Avez-vous déjà remarqué comment les gens deviennent négligents quand ils pensent avoir gagné ? C'est fascinant d'un point de vue anthropologique, la façon dont la victoire rend les gens insouciants, trop confiants, absolument convaincus que leur succès est permanent. Emma et Jake étaient sur le point de devenir une étude de cas sur la célébration prématurée. 36 semaines, ai-je annoncé à mon miroir de salle de bain, lisant le dernier rapport médical comme un compte à rebours avant Noël. Le bébé pouvait arriver à tout moment maintenant. Le ton formel ne pouvait cacher mon excitation. Après des mois de planification minutieuse, nous entrions dans la phase finale. L'équipe de Margaret avait méticuleusement préparé notre arsenal juridique. Des ordonnances de garde d'urgence signées par un juge qui avait examiné notre cas avec un dégoût professionnel face au comportement d'Emma et de Jake. Des notifications hospitalières garantissant que le personnel médical serait légalement obligé de respecter les droits parentaux documentés. Même des protocoles de sécurité au cas où mon ancienne famille essaierait d'interférer avec le transfert. Transfert. Un mot si clinique pour reprendre ce qui avait toujours été à moi. Les dossiers médicaux montraient qu'Emma avait choisi l'hôpital général de Riverside pour l'accouchement. Un détail que j'avais noté avec une satisfaction particulière. Riverside était l'endroit où j'étais née, où ma grand-mère était décédée, où j'avais fait du bénévolat pendant mes études. Le personnel me connaissait, me respectait et suivrait la documentation légale à la lettre. Tout est prêt, a confirmé Margaret lors de notre dernière réunion de préparation. Le juge Morrison a signé l'ordonnance de garde d'urgence. L'administration de l'hôpital a été prévenue. Votre ex-mari recevra les papiers de paternité et de pension alimentaire immédiatement après la naissance. Papiers de pension alimentaire. Jake était sur le point de découvrir qu'être un père biologique s'accompagnait de responsabilités financières qui duraient considérablement plus longtemps que les sentiments amoureux. Les calculs de la pension alimentaire avaient été particulièrement satisfaisants à examiner. Sur la base de son salaire actuel, il me paierait environ $1,800 par mois pendant les 18 prochaines années. Et Emma, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle n'a aucune base juridique, a répondu Margaret avec une satisfaction professionnelle. Les contrats qu'elle a signés sont exhaustifs. Elle a volontairement renoncé à tous ses droits parentaux. Toute tentative de réclamer la garde sera rejetée immédiatement. J'avais suivi les publications d'Emma sur les réseaux sociaux avec une fascination anthropologique. Des photos de la chambre de bébé avec un berceau qu'il n'utiliserait jamais. Des vêtements de bébé rangés dans des tiroirs qui resteraient vides. Des listes de cadeaux pour des articles qui ne verraient jamais leur foyer prévu. Le dévouement à cette fantaisie élaborée était presque admirable. Les publications de Jake étaient tout aussi délirantes. Des photos de lui assemblant une table à langer. Des légendes sur la préparation à la paternité. Des commentaires d'amis le félicitant pour sa famille imminente avec Emma. Croyait-il honnêtement que coucher avec ma sœur transférait d'une manière ou d'une autre la garde légale de notre enfant ? L'ego masculin ne connaît vraiment aucune limite. Mes parents avaient organisé une baby shower pour Emma le week-end dernier, un événement dont j'ai eu connaissance grâce à des mises à jour soigneusement surveillées sur les réseaux sociaux. Les photos montraient une salle pleine de gens célébrant l'arrivée d'un bébé qui ne vivrait jamais dans cette maison. Qui n'appellerait jamais Emma, maman. Qui ne ferait jamais partie de leur récit familial révisé. La liste des invités était intéressante, des membres de la famille élargie à qui on avait probablement raconté une version édulcorée des événements. Des amis de la famille qui pensaient célébrer une fin heureuse plutôt que le début spectaculaire des conséquences. Même les parents de Jake, qui semblaient croire à l'histoire qu'on leur avait racontée sur ce nouvel arrangement magique. 12 mars, ai-je noté, en voyant la dernière mise à jour de préinscription à l'hôpital d'Emma. 3 jours d'avance sur le calendrier, mais dans la fourchette normale pour un accouchement. L'équipe de Margaret était en attente, prête à exécuter notre plan.
Au moment où j'ai reçu la notification que le travail avait commencé, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Probablement Emma utilisant un nouveau contact puisque je l'avais bloqué il y a des mois. Le travail commence. On va à l'hôpital. Je pensais que tu devais savoir. Quelle délicatesse de sa part. Quelle prévenance de me tenir informée de l'accouchement de mon propre enfant. J'ai fait une capture d'écran du message pour notre dossier juridique, puis j'ai appelé Margaret. C'est l'heure, ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. Il se dirige vers l'hôpital. Nous serons là dans 20 minutes, a répondu Margaret. Êtes-vous prête pour ça? Prête? J'étais prête depuis le jour où ils m'ont trahi. Ce n'était que l'aboutissement de mois de planification minutieuse, de préparation juridique et de patience stratégique. Plus que prête, ai-je dit en attrapant mes clés et le dossier contenant chaque document qui transformerait ce jour de leur triomphe en leur pire cauchemar. Le vrai spectacle allait commencer. Imaginez la scène. Vous vous attendez au plus beau jour de votre vie, entouré des gens que vous aimez, sur le point d'accueillir un bébé que vous croyez être le vôtre. Maintenant, imaginez qu'on frappe à la porte et que cette fantaisie soit complètement détruite en moins de 60 secondes. C'est exactement ce qui est arrivé à ma chère sœur et à mon ex-mari lors de ce qui aurait dû être leur moment familial parfait. Je suis arrivée à Riverside General 30 minutes après avoir reçu le SMS d'Emma, juste au moment où le travail passait à la phase active. Un timing parfait, assez dramatique pour être mémorable, mais pas trop tard pour que je manque l'événement principal. Margaret et son associé suivaient dans une voiture séparée, leur mallette remplie de documents juridiques qui allaient réécrire la compréhension de chacun de cette situation. La maternité avait une atmosphère surréaliste. Éclairage fluorescent, cette odeur particulière d'hôpital de désinfectant et d'anticipation, les sons lointains de nouvelles vies qui commençaient. Je me suis présentée au poste des infirmières avec les documents établissant mon droit légal d'être présente à la naissance de mon enfant. Madame Madison Taylor, a confirmé l'infirmière en examinant mes papiers. Oui, nous vous avons comme tutrice principale. Chambre 314. La chambre 314, où mon bébé allait naître, et où plusieurs personnes étaient sur le point d'avoir la pire surprise de leur vie. Je pouvais entendre des voix à travers la porte, la respiration épuisée d'Emma, les encouragements nerveux de Jack, les commentaires excités de ma mère sur le fait de devenir grand-mère. Ils semblaient si heureux, si préparés, si complètement inconscients que tout leur récit était sur le point de s'effondrer. J'ai frappé doucement et je suis entrée sans attendre la permission. Après tout, c'était mon enfant qui naissait là-dedans. La scène était exactement ce que j'avais imaginé, Emma dans le lit d'hôpital, les cheveux emmêlés de sueur, s'agrippant à la main de Jack pendant les contractions. Mes parents encadrant le lit comme de fiers gardiens. Les parents de Jack assis à proximité avec des caméras vidéo, prêts à documenter l'arrivée de leur petit enfant. Tout le monde s'est figé en me voyant. Pas le bon type de figement, comme quand on surprend quelqu'un avec une fête d'anniversaire. Le mauvais type. Comme quand on réalise que la personne qu'on croyait morte se tient dans votre salon, un document juridique à la main. Madison, a halté Emma entre deux contractions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour la naissance de mon enfant, ai-je répondu calmement, en posant mon sac à main et en tirant une chaise comme si j'étais à ma place. Car j'y étais à ma place, plus que quiconque dans cette pièce. Ton enfant? La voix de Jack s'est brisée d'incrédulité. Madison, nous en avons discuté il y a des mois. Le bébé doit être avec. Point ses parents légaux, ai-je interrompu doucement. Ce qui serait toi et moi, selon tous les documents que nous avons signés. J'ai brandi les papiers de garde. C'est drôle comme les contrats juridiques fonctionnent. Ils restent valides même lorsque les sentiments des gens changent. La pièce a éclaté en un brouhaha de voix. Ma mère exigeant des explications. Les parents de Jack demandant ce qui se passait. Emma pleurant que ce ne pouvait pas être légal. C'était le chaos, ce qui a rendu l'entrée de Margaret encore plus parfaitement synchronisée. Mesdames et messieurs, a annoncé Margaret, sa voix coupant le bruit avec une autorité professionnelle. Je suis Margaret Chen, représentant Madame Taylor dans cette affaire.
J'ai des ordonnances de garde d'urgence et des directives hospitalières qui doivent être examinées immédiatement. Elle a remis les documents à l'infirmière de service, qui les a lus avec une compréhension croissante. Les documents légaux ont une façon de clarifier les situations que l'émotion a tendance à compliquer. Celle-ci semble en ordre, a finalement dit l'infirmière. Madame Taylor est documentée comme la mère légale avec tous les droits de garde. C'est insensé, a bafouillé mon père. Emma porte ce bébé depuis 9 mois. Elle a plus de droits qu'eux. Elle n'a aucun droit que ce soit, l'a interrompu froidement Margaret. Mademoiselle Emma Taylor a volontairement renoncé à toute revendication parentale dans un accord juridiquement contraignant. Elle est une porteuse gestationnelle, rien de plus. La contraction suivante d'Emma semblait plus forte, plus urgente. Le moniteur montrait le rythme cardiaque du bébé s'accélérer. Notre enfant était prêt à rejoindre ce drame familial spectaculairement dysfonctionnel. Poussé, a ordonné le médecin, décidant apparemment que les complications juridiques pourraient être réglées après la résolution de l'urgence médicale. Et puis, à 23h43 le 12 mars, ma fille est née, parfaite, en bonne santé, absolument magnifique, et légalement mienne dès l'instant où elle a pris sa première bouffée d'air. Ils l'ont d'abord placée sur la poitrine d'Emma, suivant le protocole standard, mais lorsque l'infirmière a demandé qui ramènerait le bébé à la maison, Margaret s'est avancée avec notre documentation. Le nourrisson sera remis à Madame Madison Taylor, la tutrice légale documentée. Au moment où ils ont placé ma fille dans mes bras, tout le reste est devenu un bruit de fond. Les sanglots d'Emma, les protestations de Jake, les menaces de mes parents d'appeler leur avocat, rien de tout cela n'avait d'importance. Mon bébé était enfin là où elle devait être, avec sa vraie mère. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque quelqu'un essaie de vous voler votre vie et découvre que les documents juridiques sont plus forts que la manipulation émotionnelle? Vous assistez aux premières loges à l'effondrement le plus spectaculaire de l'histoire familiale. C'est ce qui s'est passé. Et laissez-moi vous dire, c'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité jamais produite. L'hôpital est devenu l'épicentre de ce que je ne peux décrire que comme l'implosion complète de la fantaisie élaborée de mon ancienne famille. La sécurité a été appelée lorsque mes parents ont refusé d'accepter qu'ils ne pouvaient pas passer outre une garde légale avec leur indignation de grands-parents. Jake alternait entre me supplier d'être raisonnable et menacer de contester la documentation au tribunal. Emma était la pire de toutes. L'avoir réalisé que porter mon bébé pendant 9 mois n'avait pas fait d'elle sa mère était à la fois déchirant et profondément satisfaisant. Elle n'arrêtait pas de tendre la main vers ma fille avec ce besoin désespéré et possessif qui révélait à quel point elle était tombée dans sa propre tromperie. Tu ne peux pas simplement la prendre, sanglotait Emma pendant que les infirmières préparaient mes papiers de sortie. Je l'ai portée. Je l'ai sentie bouger. Je suis sa mère de toutes les manières qui comptent. Sauf légalement, a répondu Margaret avec un détachement professionnel, ce qui est la seule manière qui compte réellement. La beauté de la documentation légale est son indifférence totale aux sentiments. Ma fille m'appartenait parce que j'étais sa mère génétique, et Emma avait volontairement renoncé à toute revendication. Aucune quantité de témoignages émotionnels ne pouvait changer cette réalité fondamentale. La réaction de Jake était particulièrement divertissante. Il semblait croire qu'être le père biologique lui donnait une sorte d'autorité décisionnelle sur les arrangements de garde. Son choc lorsqu'il a reçu les papiers de paternité ainsi que les calculs de pension alimentaire était presque comique. 1800 $ par mois, a-t-il bafouillé en examinant les obligations financières qui accompagnaient ses droits parentaux pour 18 ans. Félicitations, ai-je dit doucement, en ajustant la couverture de ma fille. Être père, ça coûte cher. Tu aurais dû y penser avant de décider d'en devenir un. Mes parents ont tout essayé, des voyages de culpabilité aux menaces juridiques. Ils ont appelé leur avocat de famille qui les a rapidement informés que les contrats de gestation pour autrui étaient en béton et que mes droits étaient inattaquables. Ils ont menacé de poursuivre en justice pour obtenir des droits de visite des grands-parents jusqu'à ce que Margaret leur explique que les grands-parents n'ont aucun statut juridique lorsque les parents refusent l'accès. Tu ne peux pas nous couper de notre petite fille, a plaidé ma mère lors d'une confrontation particulièrement dramatique. Nous n'avons rien fait de mal. Rien de mal, sauf conspirer pour voler mon enfant,
soutenir la trahison de mon mari et tenter de me séparer définitivement de mon propre bébé. Mais bien sûr, rien de mal du tout. Les tentatives légales d'Emma furent tout aussi futiles. Elle a engagé un avocat spécialisé dans les cas de garde émotionnelle. Apparemment, il y a des avocats qui acceptent n'importe quel cas si le chèque de provision est encaissé. Son argument se centrait sur le lien qu'elle avait formé pendant la grossesse et sa conviction que porter un bébé crée des droits maternels qui transcendent les contrats. Le juge qui a examiné sa requête a été moins qu'impressionné. Mademoiselle Taylor, a-t-il dit avec une irritation à peine dissimulée. Vous avez volontairement conclu un accord de porteuse gestationnelle. Vous avez explicitement renoncé aux droits parentaux. Les parents génétiques de l'enfant n'ont jamais renoncé à leur statut juridique. Votre requête n'a aucun fondement en droit. Affaire classée. Suivant. Les obligations de pension alimentaire de Jake sont devenues légalement exécutoires 3 semaines après la naissance de notre fille. 1800$ par mois, plus la moitié de toutes les dépenses médicales, des frais de scolarité et des frais de garde d'enfants. Son geste romantique de me quitter pour ma sœur se transformait en la crise de la quarantaine la plus chère de l'histoire. Le plus satisfaisant était de voir leurs plans élaborés s'effondrer en temps réel. La chambre qu'ils avaient préparée restait vide. Les vêtements de bébé qu'ils avaient achetés ne seraient jamais portés par l'enfant qu'ils avaient prévu. Le nom de famille qu'ils avaient choisi n'avait aucune importance car j'avais déjà déposé les documents de l'acte de naissance avec le nom que j'avais choisi des mois plus tôt. Emma est retournée vivre chez nos parents après sa sortie de l'hôpital. Sans bébé à s'occuper, sans la compagnie à plein temps de Jake, sans la famille fantasmée qu'elle avait construite dans son esprit, elle semblait perdue et plus petite, en quelque sorte. La femme confiante qui m'avait volé ma vie avait été remplacée par quelqu'un qui avait l'air de ne pas comprendre comment elle s'était retrouvée avec rien. Je n'aurais jamais pensé que tu la prendrais vraiment, a admis Emma lors d'une dernière confrontation chez nos parents. Je pensais que tu verrais à quel point nous étions heureux et que tu réaliserais que c'était mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde. Le narcissisme était à couper le souffle. Elle croyait sincèrement que son bonheur avec mon mari et mon enfant était plus important que mes droits en tant que mère réelle. Son sentiment de dû était presque impressionnant dans sa complétude. Tu t'es trompé, ai-je répondu, ma fille dormant paisiblement dans son porte-bébé à côté de moi. Sur à peu près tout. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une confrontation dramatique ou des stratagèmes élaborés. Parfois, c'est simplement de reprendre ce qui a toujours été à vous et de s'éloigner des gens qui ne vous ont jamais mérité en premier lieu. C'est exactement ce que j'ai fait. Et laissez-moi vous dire, la vue de l'autre côté de la trahison est absolument spectaculaire. J'ai déménagé à Portland 6 semaines après la naissance de ma fille. Nouvelle ville, nouvelle vie, nouveau départ. Tout ce qu'ils avaient essayé de me voler, reconstruit selon mes propres termes. L'appartement que j'ai choisi avait 2 chambres, des planchers de bois franc et de grandes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. Plus important encore, il était à 800 miles de mon ancienne famille et de leur drame continu. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Emma a essayé d'appeler pendant des semaines après mon départ. Des messages vocaux qui ont commencé par de la colère, ont progressé vers la négociation, et ont finalement dégénéré en supplications désespérées. J'ai écouté chacun d'eux une seule fois avant de le supprimer. Gérer ces émotions n'était plus de ma responsabilité. Les appels de Jake se concentraient principalement sur la négociation des paiements de pension alimentaire. Apparemment, 1800$ par mois mettait à rude épreuve son budget, surtout depuis qu'Emma ne contribuait plus financièrement à leur ménage. La fantaisie romantique de quitter sa femme pour sa sœur devient considérablement moins attrayante lorsqu'elle s'accompagne de 18 ans de paiement obligatoire à la femme que vous avez trahie. Ce n'est pas viable, Madison, a-t-il argumenté lors d'une conversation particulièrement pathétique. Je ne peux pas me permettre ce niveau de soutien et maintenir mon style de vie actuel. Alors change de style de vie, ai-je suggéré avec une fausse sympathie. Les enfants coûtent cher. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider d'en avoir un. Le développement le plus divertissant a été de voir leur relation se détériorer sans un bébé pour les unir.
Il s'avère que voler le mari de quelqu'un et avoir un bébé avec lui ne sont pas vraiment les fondations d'un amour durable. Qui aurait pu prédire que la trahison ne serait pas la base d'une relation saine? Mes parents ont fait exactement 3 tentatives pour me contacter après mon déménagement. La première était des menaces colériques sur le fait que je regretterais de les avoir coupés de leur petite fille. La deuxième était des promesses manipulatrices sur la façon dont les choses pourraient revenir à la normale si je ramenais simplement le bébé pour des visites. La troisième était pratique, me demandant si j'avais besoin d'une aide financière en tant que mère célibataire. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Leur petite fille grandirait en sachant exactement qui avait choisi de soutenir la trahison de sa mère et qui était resté à ses côtés quand cela comptait. Cela semblait être une information précieuse pour elle. Les suites judiciaires ont continué pendant des mois. Emma a déposé 2 autres requêtes en garde, toutes 2 rejetées immédiatement. Jack a tenté de modifier ses obligations de pension alimentaire 3 fois, sans succès à chaque fois. Mes parents ont consulté 4 avocats différents au sujet des droits des grands-parents, apprenant à plusieurs reprises qu'ils n'en avaient aucun lorsque le parent gardien refusait l'accès. Pendant ce temps, je construisais la vie que j'avais toujours voulu. Ma fille était en bonne santé, heureuse et se développait à merveille. Ma carrière a prospéré alors que je canalisais mon énergie dans un travail qui comptait vraiment. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne savaient rien des complications de ma vie antérieure. 6 mois plus tard, j'ai appris par des connaissances communes qu'Emma et Jack s'étaient séparés. Apparemment, le stress des batailles juridiques, des obligations financières et de l'effondrement complet de leur fantaisie de famille parfaite avait détruit le lien qu'ils pensaient partager. Emma est retournée vivre chez nos parents de façon permanente. Jack sortait avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un sans situation familiale compliquée ni rappel mensuel coûteux de ses erreurs passées. L'ironie était parfaite. Ils avaient détruit mon mariage et volé mon expérience de la grossesse pour être ensemble, pour finalement découvrir que les relations construites sur la trahison survivent rarement à leur propre succès. Quant à moi, j'étais la preuve vivante que parfois, la meilleure réponse à la trahison est la patience, la documentation et le genre de vengeance froide et calculée qui vient emballer dans des documents juridiques. Ils avaient essayé de me voler ma vie et avaient fini par détruire la leur dans le processus. Le premier mot de ma fille fut « Maman », prononcé alors qu'elle était assise dans sa chaise haute dans notre cuisine ensoleillée de Portland. Pas la cuisine qu'Emma avait imaginée. Pas la famille que Jack avait prévue. Pas la petite fille à laquelle mes parents pensaient mériter l'accès. Juste ma fille et moi, construisant une vie qui nous appartenait entièrement. Ils pensaient pouvoir réécrire mon histoire. M'attribuer le rôle de la sœur rejetée qui acceptait gracieusement son remplacement. Au lieu de cela, j'avais écrit la fin moi-même. Leur plus grand rêve était devenu leur pire cauchemar. Exactement comme prévu. Et mon rêve était assis dans mes bras chaque soir alors que je la berçais pour l'endormir, légalement et définitivement mienne dans la vie que j'avais bâtie sur les cendres de leur trahison. La justice, il s'avère, est un plat qui se sert accompagné de documents juridiques et d'une généreuse portion de patience. La victoire valait chaque instant de l'attente. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parfois, les meilleures fins sont celles que vous écrivez vous-même, même lorsque d'autres personnes essaient de déchirer votre premier brouillon. Croyez-moi sur parole.